Bon, bienvenue à toutes et à tous. Du coup, on est heureux de vous retrouver, vous accueillir pour, un webinaire du CRECEB. Donc c'est une formule maintenant qu'on a proposée depuis bientôt depuis un peu plus d'un an sur, des temps d'échange, autour de travaux scientifiques, qui ont trait aux problématiques, du CRECEB. Donc, en l'occurrence la gestion du grand cycle de l'eau. Voilà, sur des formats plutôt courts, hein. En général, on est ensemble là jusqu'à 15h. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir donc Gérard Gruau, qui est directeur de recherche au CNRS, laboratoire Géosciences à Rennes, pour, en fait, revenir sur un projet, autour des paiements pour services écosystémiques. Donc, échange, autour de ce projet Interreg CPES, Channel Payments for Ecosystem Services, et en particulier nous expliquer ce qui s'est fait autour d'un des sites pilotes de ce projet Interreg sur le lac Auduc, à Ploërmel. Voilà, je reviendrai en fin de présentation sur, les prochains rendez-vous des webinaires aussi, du CRECEB là au mois de juin. Et donc on va laisser la parole assez vite à Gérard, pour, voilà, une bonne trentaine de minutes de présentation. Et puis après, n'hésitez pas à réagir dans le chat, pendant cette présentation. Et ensuite, il y aura un temps d'échange, donc jusqu'à 15h pour pouvoir, directement échanger sur les présentations faites par Gérard. Donc sans plus d'introduction, Gérard, si Oh, c'est quand tu veux, je te laisse la parole. ok. Vous m'entendez bien là? Oui, tu m'entends bien, Romain? Oui, Ça a l'air d'être bon, ouais. ça a l'air d'être bon. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben, merci Romain pour l'introduction. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce séminaire du CRECEP consacré au paiement pour services environnementaux. Donc comme l'a dit Romain, je vais vous présenter rapidement ce qui a été fait dans le programme Interreg CPES. Je tiens à dire deux choses, c'est que ce programme qui est franco-anglais, en fait, il a vécu deux avatars. D'une part, le Brexit, parce qu'il a commencé en 2017, terminé en 2022. Donc au cours du projet, l'Angleterre est sortie de l'Europe, premier avatar. Et le deuxième, c'est qu'on s'est trouvé aussi en plein pendant la crise Covid. Donc c'est un projet qui a subi quand même, qui a survécu à deux avatars disons, pas banaux, on va dire. Alors, comment ça se fait que je défile pas là? Attends. Romain? Ouais, il y a peut-être un temps de latence. Ouais, ça n'arrive pas, ça défile pas. Bizarre. Tu stoppes ton partage Ouais, d'écran et tu le relances, ouais. Je pense ouais, que c'est peut-être juste ça. c'est juste ça. Ah, attends, là, attends, parce que là, je suis un peu perdu. Je relance le partage d'écran. Ouais, tu relances le partage d'écran et Voilà, tu repasses excusez-moi, en mode plein écran et ça devrait on va le peut-être. faire. Ah, attends, on recommence. Oui, ça marche. Parfait, ouais, on y Désolé est pour aussi. ce contretemps initial. Donc, deux choses. Je vais d'abord vous présenter rapidement le projet dans sa globalité. Et puis, comme l'a dit Romain, on va zoomer sur l'étude de l'aqueduc. Voilà le contexte du projet. Bah, c'est un contexte assez connu, en fait. C'est que en 2017, c'est encore un peu vrai d'ailleurs, hein, aujourd'hui, il y avait plus de 70% des masses d'eau situées de part et d'autre de la Manche qui n'étaient pas en bon état écologique, avec comme cause principale, une des causes, pas la seule, mais cause importante, c'est les pollutions diffuses d'origine agricole, nitrates, phosphore et pesticides. Donc l'idée est que les cadres réglementaires et politiques déployés dans les États à l'époque, la PAC principalement, comme l'Angleterre est encore dans le marché, enfin dans l'Union européenne, et les outils mobilisables ne semblaient pas capables de restaurer le bon état écologique recherché à court terme. Donc d'où l'idée de tester l'hypothèse des PSE, hein, en se disant bah, que peut-être l'outil financier paiement pour services environnementaux allait pallier les carences des cadres politiques en vigueur des deux côtés de la Manche. Je rappelle le principe du PSE, hein, donc un contrat c'est l'idée, c'est de passer des contrats entre les agriculteurs et théoriquement des usagers des services rendus par l'agriculteur en considérant que la production d'une bonne qualité est un service, hein, pour l'aider, pour fournir des moyens financiers pour aller vers des bonnes pratiques respectueuses, plus respectueuses si on veut de la qualité de l'eau. Pourquoi l'intérêt des PSE? Ben, dans le projet CPES, on le voyait sous un certain nombre d'aspects. D'abord, la flexibilité, hein, c'est l'idée d'avoir des contrats un peu sur mesure, adaptés aux spécificités d'un territoire, voire d'une exploitation, un peu différent des certaines mesures qui s'appliquent globalement, sans distinction finalement, par exemple des OTEX des exploitations. Deuxième avantage, la co-construction des contrats avec les acteurs en fonction d'objectifs environnementaux prédéfinis et partagés.
hein. Donc, faire de cet outil, finalement, un outil, je dirais, de consensus environnemental, pratiquement. L'attractivité des montants, hein, c'est-à-dire d'aller chercher des montants qui soient plus attractifs que les MAE ou MEC. Hein. Quatrième avantage, ramener une gestion financière au plus près des acteurs, hein, sachant que beaucoup d'agriculteurs qu'on a côtoyés dans le projet se plaignaient de la bureaucratie, de l'éloignement de la gestion des MEC. Inscription dans la durée, hein, des contrats de 5 ans ou plus, ça c'est aussi une demande, c'était aussi une demande des agriculteurs, hein, d'avoir des contrats plutôt assez longs. Évidemment, les PSE, c'est a priori basé sur une conditionnalité des paiements au résultat, hein. On reviendra sur ce que ça veut dire, hein, donc une garantie finalement d'efficacité environnementale. Et puis un autre principe des PSE, c'est l'additionnalité, hein, des effets sur la qualité de l'eau par rapport aux mesures de type MEC. Autrement dit, si on est suffisamment incitatif, on ira plus loin que ces mesures dites conventionnelles. Alors, le projet CPES, il avait deux volets. Un premier volet qui était travaillé au niveau de 6 études pilotes, 3 en Angleterre, que vous avez sur la carte sur votre droite, et 3 en France, hein, qui visaient des contextes un peu différents. En gros, il y avait 3 études de cas qui concernent des eaux profondes, des eaux souterraines, dont les 2 études de cas en Normandie, 4 et 5 sur la carte. Une étude de cas en Angleterre qui concernait une eau de surface, une rivière confrontée à des problèmes d'érosion. Et autrement, 2 études un peu plus complexes, je dirais. Une au sud d'Angleterre, c'est la 1, en Cornouailles, sur un estuaire, et celle dont on va parler plus en détail après, le lac Auduc, hein, sur un lac. Ces 2 dernières études de cas étaient confrontées à des problèmes d'eutrophisation et pas à des problèmes de dépassement d'une norme, que ce soit une norme, je veux dire, nitrate, ou bien des limites en termes de turbidité d'une eau. Voilà, ça c'était le premier volet du projet. Le volet 2 visait, lui, à proposer un cadre légal stable pour la mise en place de contrats PSE et à communiquer sur ce cadre au niveau national et européen. C'est un gros projet, hein, puisqu'il a englobé 14 partenaires. C'était l'Université de Chichester en Angleterre qui en était le leader. Je vais revenir après sur l'étude de cas l'aqueduc tout à l'heure, où il y avait un partenariat de 7 ou 8 partenaires différents. Alors, toutes ces études ont eu le même déroulé, hein, en 4 étapes. Première étape, l'état des lieux, donc quelles sont les sources de pollution, dans quel contexte socio-économique on se situe, hein, quels sont le coût des dommages et quels sont les objectifs environnementaux à atteindre. Ensuite, une phase de design des contrats, hein, dans quel levier on va mobiliser au niveau des pratiques agricoles, quels sont les besoins en financement, donc dimensionner ces besoins, le cadre juridique des contrats, et puis la levée de fonds, hein, d'où aller chercher l'argent nécessaire. Ensuite, une troisième phase de négociation et de mise en place, hein, donc formalisation des contrats, signature entre les bailleurs de fonds et les agriculteurs, avec des spécificités sur le contenu du contrat, la durée, le prix. Et enfin, une quatrième phase d'évaluation et de consolidation, hein, évaluation des impacts environnementaux, avec aussi la question de la pérennisation des financements. Bon, c'est un projet qui était extrêmement vaste d'un point de vue disciplinaire, comme vous l'avez indiqué en dessous, hein, puisqu'on allait de l'agronomie en passant par les sciences du sol, l'économie, le droit et la sociologie. Alors, les livrables du projet, hein, un gros livrable, c'est une boîte à outils, hein, à laquelle vous pouvez accéder en allant sur le site internet du projet CPES, puisque l'idée aussi, c'est dans ces projets-là, c'est d'être réplicable à d'autres situations. C'est-à-dire qu'on fait des études de cas, on met en œuvre des stratégies, on crée des outils et ensuite on les met à disposition d'autres acteurs qui pourraient être tentés ou qui voudraient instituer les mêmes financements. Donc cette boîte à outils est disponible sur le site internet dont je vais vous donner l'adresse juste après du projet. Et puis il y a eu une série de rapports fournis qui sont aussi téléchargeables à partir du site internet du projet, qui est toujours actif, qui va le rester pendant pratiquement une dizaine d'années, puisque une des conditions des projets Interreg, c'est d'avoir un site internet actif après, je crois que c'est 7 ans après la fin du projet. Donc, si vous êtes intéressé par les boîtes à outils, par avoir plus d'informations sur ce que je vais dire assez rapidement aujourd'hui, eh bien, je vous encourage à aller sur ce site internet. Donc maintenant, je vais prendre un peu plus de temps et on va rentrer plus dans le détail de l'étude de cas à l'aqueduc, qui est donc une des 3 études françaises la plus occidentale, et que je vais détailler un petit peu.
Bon, la problématique de cette étude, comme j'ai dit dès le départ, c'est un problème d'eutrophisation, c'est-à-dire qu'on a un lac, le lac Auduc, une retenue de 3 millions de mètres cubes, qui est à l'aval d'un bassin versant qui fait agricole, qui fait 37 000 hectares, et que ce lac est assujetti à des blooms de cyanobactéries assez fréquents, et qui ont des impacts sur les usages du lac, que ce soit les usages récréatifs, baignade, pêche, nautisme, qui peuvent être soit interdits pour la baignade, soit subis restreints, et aussi des impacts sur la production d'eau potable, sachant que les cyanobactéries peuvent à la fois fournir des toxines qui rendent problématique la production de l'eau, et aussi c'est de la matière organique qui peut venir rentrer en compétition sur des filtres, par exemple, pour éliminer d'autres polluants. Donc, il y a des dommages associés, disons, générés, soit directs sur les usages, soit peut-être plus indirects sur le traitement de l'eau. Les causes, c'est les apports de phosphore en excès au lac, puisque le phosphore est considéré comme le nutriment limitant des cyanobactéries et de l'eutrophisation en général en milieu continental, alors qu'en milieu océanique, c'est plus l'azote qui est vu comme élément, comme nutriment limitant. Alors voilà l'étude en résumé. Bon, on retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, il y a des couleurs parce que c'est une étude qui a du mal à aller jusqu'à sa fin. Je vais revenir là-dessus. En vert, c'est ce qu'on a réussi à faire. C'est donc les inventaires des sources de phosphore. Vous allez voir comment on a procédé. Identifier les pratiques agricoles à modifier, tester des scénarios, jusqu'où aller dans les modifications pour réduire les apports de phosphore au lac et maintenir ou préserver des usages, analyser les besoins en financement et aussi les coûts de ne rien faire. Donc ça, c'est les étapes 1, 2, 3. Ensuite, une fois qu'on a eu dimensionné financièrement, finalement, le PSE, qui permettrait de garantir les usages du lac, il y a eu une phase 4 de recherche de financement et de design des contrats, puis une phase, normalement, alors là, ça devrait être 5 et pas 4, de mise en place des contrats et d'évaluation. Là, on est dans l'orange rouge parce que, comme vous allez le voir, eh bien, on est encore en cours dans cette phase-là, malgré que le projet soit officiellement terminé, c'est-à-dire ne bénéficie plus de fonds Interreg depuis 2022, on continue à travailler sur sa mise en œuvre. Voilà, les originalités de l'étude pilote Lacoduc, c'est qu'on a choisi de s'adresser à des investisseurs privés. C'était ça l'idée. Si on a le temps dans les discussions, je pourrais revenir sur les deux autres études de cas françaises où c'est des fonds publics qui sont intervenus dans le PSE. Pourquoi des investisseurs privés? D'une part, c'était un peu la demande des agriculteurs de ce territoire qui ont déjà beaucoup agi dans le passé sur des actions type MAE, etc., et qui avait une lassitude par rapport aux fonds publics et au fait que ces fonds n'arrivent pas toujours en temps et en heure, sont difficiles à gérer, il y a pour eux beaucoup de paperasse, voilà. Donc ils étaient vraiment pas chauds pour repartir sur des fonds publics. Et puis, comme vous allez le voir, en fait, c'est un lac, pour faire de l'eutrophisation cyanobactérie, il ne faut pas beaucoup de phosphore. Donc en fait, c'est une eau qui, sous des angles d'eau, par exemple de rivière, peut être de très bonne qualité. Le problème, c'est qu'on est sur un lac, et qu'il faut vraiment très peu de phosphore pour générer un problème. Et donc, ça veut dire que ça va être très cher d'atteindre les niveaux de réduction pour éliminer le problème cyanobactérie. Donc, l'idée de se dire, aller chercher des fonds privés, on ne sera pas contraint par la logique des minimis, et donc on pourra, disons, avoir des montants suffisamment incitatifs. Dernier avantage, la flexibilité. Alors voilà, je vais passer en revue assez rapidement, mais quand même pour vous montrer tout ce qui a été mis en œuvre pour essayer définir précisément là où on voulait aller et le coût de l'objectif à atteindre, quels en étaient les coûts. Première chose qu'on a fait, c'est un inventaire des sources d'EP à l'échelle du bassin de phosphore, à l'échelle du bassin versant, de manière à quantifier assez précisément les apports de phosphore au lac, de manière à définir un objectif de réduction, un objectif environnemental pour préserver les usages. Alors là, il y a eu un travail qui a été fait principalement par INRAE et Géosciences Rennes, qui a consisté à découper le bassin versant en sous-bassins. Et pendant 1 an et demi, on a analysé la qualité de l'eau à l'exutoire des différents sous-bassins. Et on est arrivé d'abord à ces cartes que vous avez devant vos yeux,
qui montre que tous les sous-bassins versants du bassin de Nivelle qui alimentent l'aqueduc ne sont pas équivalents d'un point de vue émission. Hein. Les plus émetteurs sont ceux en rouge ou en orange, et qu'on voit qu'on a une espèce de bande, on a une bande, disons, centrale du BV, où sont les émissions les plus fortes. Ça, c'est un premier élément. Donc, une variabilité spatiale. Et déjà, on voit que l'intérêt serait de cibler les actions, et donc les financements à certaines parties, si on veut être efficace dans la réduction des flux arrivant au lac. Deuxième résultat, ça a été d'arriver à la concentration moyenne actuelle de la lame d'eau qui rentre dans l'aqueduc, hein, en matière de phosphore total, avec un niveau à 0,1 mg par litre. La deuxième chose qu'on a faite, c'est essayer de faire une partition entre le flux d'origine agricole et les flux d'origine domestique, parce que sur le bassin versant, il y a, vous voyez, il y a une quinzaine, voire plus, ouais, une bonne quinzaine de stations d'épuration. C'est les points rouges sur la carte de gauche, une grosse dizaine, entre 10 et 15, je crois que c'est 12. Et disons, ces stations, certaines sont en dysfonctionnement, anciennes, et ont des quantités de phosphore rejetées assez importantes. Donc, on a fait des campagnes là aussi amont-aval, voilà, qui ont permis de déterminer les flux correspondant aux apports de phosphore qu'on va qualifier d'origine domestique. Hein. Vous avez les résultats ici. Bon, on est arrivé à des estimations qui étaient assez proches, finalement, de 2 kg de P total à peu près par an en flux. Alors, attendez, ça va être 2 kg au jour, j'imagine. Je ne vois plus les... Ah oui, c'est ça, un jour. Hein, qui était pas loin de ce que estimait le SMGBO sur des données, disons plus, de type de station d'épuration. Et tout ça mis en bout, comparé au flux global issu du travail précédent, hein, on est arrivé à 87% du P total d'origine agricole rentrant dans l'aqueduc. Voilà. Même si, une chose très importante, hein, c'est qu'en période, on voit une diversité des contributions. Ça, c'est sur une base annuelle, 87% d'origine agricole, 13% d'origine, on va dire, domestique, steppe. Mais en fait, quand on voit le diagramme du haut, et ben là, même c'est pas, si on grandissait l'échelle, on verrait qu'en été, ben, la proportion du phosphore domestique croît considérablement, même si le flux est faible, hein, parce qu'on déconnecte globalement le cours d'eau des terres agricoles, et à ce moment-là, il n'y a plus que le flux domestique qui contribue. Mais sur une base annuelle, restons sur cette donnée, 90% quasiment du flux d'origine agricole. Ensuite, c'est un travail qui a été fait par Ecobio. Là, il y a ma collègue Claudia Végan qui est ici aujourd'hui, qui pourra, si vous le souhaitez, répondre plus avant sur des questions de lien entre teneurs disons, en phosphore dans un lac, niveau trophique, état écologique, hein, puisque c'est elle ou les travaux des écologues qui ont abouti à ce classement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré qu'on ait une concentration en phosphore total qui peut paraître faible, eh bien, puisqu'on est dans un lac, on a une situation qui est qualifiable de mauvaise, hein, de eutrophe, voire eutrophe, pardon, et qui peut pénaliser beaucoup des services rendus par le lac, et en particulier la baignade pour les raisons de bloom, notamment de cyanobactéries dont j'ai parlé précédemment. Et vous avez ici une gradation, hein, des états écologiques du lac, depuis médiocre, bon, très bon, avec les usages garantis dans la colonne de droite, et qui vous fixe le taux, si vous voulez, de réduction du flux de phosphore que vous devez viser pour garantir un usage. Et on voit là que, eh bien, il faudra diviser ce taux de l'ordre d'un facteur 4, je dirais, à minima, pour être dans un bon état et avoir une garantie d'usage du lac. Donc ça nous fixe notre objectif. Et ça montre que l'effort, effectivement, il est apporté sur les pratiques agricoles, hein, puisque 90% du flux de phosphore vient des pratiques agricoles. La deuxième phase du projet, ça a été une analyse économique à l'échelle du bassin versant, pour déterminer le coût des actions agricoles permettrait d'aller vers ces facteurs de réduction de l'ordre de 4, hein, et aussi de comparer ces coûts au coût des dommages liés à la mauvaise qualité de l'eau du lac. Et c'est là qu'intervient donc la question des PSE, hein, puisque là on rentre dans le dur du PSE, c'est-à-dire déterminer finalement les montants que les agriculteurs, qui permettraient aux agriculteurs de passer dans des pratiques permettant la réduction des émissions de phosphore. Alors, on a testé, là c'est un travail qui a été fait par le laboratoire Smart Economy and Ride de Rennes,
hein, où en fait, ce qu'ils ont fait, d'abord, entre nous, on s'est dit, bah, il y a deux attributs techniques pour réduire les flux de phosphore, a priori, comme ça, de manière simple. C'est mettre des haies, hein, puisque c'est un problème d'érosion des sols, finalement. Hein, c'est mettre des haies anti-érosion, anti-érosives, ou alors, ou partir dans des logiques de couvert végétal permanent, c'est-à-dire aller dans des logiques, par exemple, de semis sous couvert, pour essayer de maximiser la durée du temps annuel où le sol est couvert. Donc, c'est les deux attributs qui ont été placés dans des contrats fictifs qui ont été ensuite présentés aux agriculteurs pour essayer de déterminer leur consentement à recevoir ce qu'on appelle le CAR, hein, pour implanter ces mesures. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais toute une série de PSE fictifs ont été construits, vous voyez, où ces deux attributs ont été implantés avec des proportions variables comment dire, d'implantation, que ce soit le pourcentage de couverture végétale permanente pour l'attribut couvert végétal ou la longueur ou la densité de haies pour l'attribut haie, avec des montants qui ont été variables, hein, vous avez la liste, vous avez le détail en dessous, des durées d'engagement variables, et on a fait une sorte, je ne sais plus combien il y avait de scénarios possibles, je crois une bonne dizaine, qui ont été présentés sous forme d'enquête à 56 agriculteurs sur 400. Et à partir des réponses, eh bien, les économistes ont approché finalement les montants que les agriculteurs, à partir desquels les agriculteurs implanteraient ces mesures au taux indiqué dans les PSE. Alors, on est arrivé à des équations, je vous passe les détails, hein, un traitement stat qui permet de relier les deux attributs à un prix en fonction finalement de leur degré d'implantation. Et ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez en rouge en bas, hein, c'est le consentement à recevoir des agriculteurs pour implanter l'attribut haie et couvert végétal permanent, et bien, varie entre 150 € et 550 € par hectare et par an, suivant les orientations techniques des exploitations, avec en particulier ce qui est apparu, c'est une pénalisation sur la question du maïs, hein, qui conduit à des coûts plus élevés quand il y a une proportion de maïs importante sur l'exploitation, sachant que faire pousser du maïs, enfin la question couvert végétal permanent et maïs, si j'ai bien compris, ne font pas, c'est très compliqué. Donc c'est plus cher. Alors une fois que vous avez ces coûts PSE, excusez-moi, je suis un peu malade, désolé. Ensuite, ce qu'on a fait, bah, vous avez un coût à l'hectare, et ensuite, vous avez un objectif de réduction, j'ai dit un facteur 4, hein, à l'exutoire du bassin. Vous avez le schéma du bassin sur votre droite. Et donc, combien ça va vous coûter finalement d'implanter ces attributs pour arriver à l'objectif que vous visez? Désolé, je suis un peu malade maintenant. Et le tableau à gauche, hein, vous montre deux choses intéressantes. D'abord, alors là, on a fait un travail assez complexe à la parcelle, à l'aide d'un modèle américain qui relie le fait d'avoir un couvert végétal, par exemple, et le flux de phosphore érodé à la parcelle. Donc, vous avez, avec ce modèle, une capacité sur une parcelle d'estimer le flux émis aujourd'hui et la réduction du flux en implantant un couvert végétal permanent. D'accord? Et donc, vous avez des coûts qui apparaissent derrière. Et ce qu'on voit ici dans ces simulations qui ont été faites, eh bien, c'est que deux choses. C'est d'abord, bon, on peut même presque aller en bas, c'est si je veux un facteur 5 qui était tout à l'heure, ce qui me permettrait de réduire, disons, mon flux d'un facteur, au-delà d'un facteur 4, hein, qui me garantirait un bon état écologique, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'il faut implanter, finalement, il faut positionner des couverts permanents sur toutes les parcelles, disons, arables, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ciblage possible. Finalement, il faut absolument couvrir le bassin versant de PSE, et puis il faut maximiser le linéaire de haies également pour pour aller à la réduction maximale du flux. Et le chiffre que vous avez à droite, eh ben, c'est la simulation à partir de ce qui a été remonté des agriculteurs. On arrive à un coût de PSE annuel de 14 millions d'euros. Si je remonte sur
ce qui est intéressant, c'est si on est un peu moins, si on est moins exigeant dans la réduction du flux, par exemple, si on vise une réduction d'un facteur 2, là, ce qu'on va apparaître un phénomène intéressant, c'est que si on cible les PSE sur des parcelles à risque fort, qui sont très érosives, par exemple parce que du fait de la pente, hein, eh bien, on voit que on va, pour un facteur 2, on va simplement mobiliser 50% des parcelles arables. Alors, on va mettre pas mal de haies, on va mettre le maximum d'attributs sur ces parcelles-là. Ça va nous coûter 6 millions d'euros. Et si on ne fait pas ce ciblage, c'est-à-dire si on est moins exigeant, par exemple, sur les haies, hein, ben, ce qu'on voit, c'est qu'on va implanter sur plus de parcelles. Donc, ça va nous coûter finalement plus cher. Hein, on voit 10 millions d'euros. Hein, tout ça pour dire que ce travail a montré que le ciblage aux parcelles les plus à risque, hein, eh bien, c'est quelque chose qui peut maximiser finalement la rentabilité des investissements PSE qu'on peut faire. Avec un effet de seuil, hein, qui est que quand vous voulez, comme dans le cas présent, atteindre un objectif maximum, eh bien là, le ciblage, vous ne pouvez même plus le faire parce qu'il faut agir sur toutes les parcelles. Ça, c'était la partie agriculteur, consentement à recevoir. Donc, rappelez, retenez, 15 millions d'euros, hein, c'est pas rien, hein, par an, pour diminuer le flux de phosphore d'un facteur 4 avec les éléments qu'on a pu collecter. Et ça, ce que ce tableau vous montre, c'est le coût de ne rien faire. Alors là, il y a eu un travail qui a été fait d'abord de collecte de l'information sur les surcoûts liés à l'eau potable, par exemple, ce que vous avez en haut, 350 000 euros. Ce n'est pas des données faciles à obtenir. Il y a eu aussi des coûts des traitements curatifs parce que le lac, eh bien, il y a eu des épandages de sulfate de cuivre, il y a eu des épandages de carbonate de calcium pour tuer les cyanobactéries, il y a eu des épandages de H2O2 hein, pour permettre la baignade. Bon, Claudia Végan, qui est ici, a beaucoup pratiqué, présente aujourd'hui, a beaucoup pratiqué le H2O2 et pourra vous en parler en termes d'efficacité, de coût-efficacité. D'accord? Donc, un certain nombre de coûts. Où j'attire votre attention, c'est sur les lignes vertes du milieu, parce que là, il y a une autre étude économique qui a été faite. Hein, il s'agissait d'évaluer finalement le coût lié aux pertes d'usage du lac, hein, que ce soit la baignade, la pêche ou le nautisme. Hein, c'est en gros évaluer, moi, ce que j'appelle la valeur écologique du lac, c'est-à-dire les services écosystémiques rendus par le lac d'un point de vue récréation. Ça a été fait en proposant à 250 usagers du lac, vous voulez des lacs à distance du lac-Auduc, hein, qui auraient des garanties de baignade, des garanties de pêche, hein, ou des garanties d'activité nautique. D'accord? Et combien de kilomètres ils seraient prêts à faire pour aller chercher un lac en bon état et ensuite prendre le coût du carburant comme une manière d'évaluer finalement, si vous voulez, la valeur écologique du lac. Donc vous avez les chiffres là, et on voit que si jamais tous les usages sont interdits dans le lac-Auduc, hein, et que les personnes doivent aller faire des kilomètres pour trouver un lac en bon état ou voir aller au bord de la mer, dans le cas présent, puisqu'on n'est quand même pas très loin de la mer, eh bien on arrive à des coûts de, vous voyez, 35 millions d'euros. Hein, ce qui veut dire quand même qu'on est là sur des coûts qui sont supérieurs finalement au coût de l'action, à nos 14 millions précédents. Hein. Donc, on a un coût de l'action qui est inférieur au coût de rien faire, donc a priori, qui rendrait la construction d'un marché finalement économiquement viable, sauf évidemment que cet argent-là sur la valeur écologique, elle n'est pas facilement captable. Hein, la seule manière de la capter, ce serait par exemple d'instituer des droits de péage pour accéder aux usages du lac-Auduc, histoire de récupérer ces millions, mais c'est évidemment pas envisageable. Mais tout ça pour dire que quand on rentre dans essayer finalement d'évaluer, alors on peut parler des coûts de la biodiversité ou des coûts des usages écosystémiques, on voit qu'agir, finalement, même si c'est cher, ça a du sens. Alors, phase 3, j'ai accéléré maintenant parce qu'on va rentrer dans une phase un peu plus dans laquelle nous sommes encore, donc je vais aller un peu plus vite, et puis on pourra en discuter. Rechercher des financements, design des contrats. Alors, j'ai dit, l'idée, c'était d'aller chercher des financements auprès d'investisseurs privés. Hein. Donc là, on a fait appel à une association, l'association Allium, hein, qui est une association mise en place par les FDSEA 29 au départ, et puis maintenant, c'est les 4 départements bretons, qui est aussi copilotée par la Chambre d'agriculture de Bretagne, hein, et que cette association, son objectif, c'est justement mettre du lien entre des agriculteurs et des investisseurs, hein, qui voudraient donc investir dans
des services écosystémiques. Et là, et vous voyez les quatre disons, services visés, c'est l'amélioration de la qualité de l'eau, le stockage de carbone, la reconquête des paysages, la préservation de la biodiversité. L'intérêt de cette association, eh bien, c'est d'une part qu'elle a les moyens humains pour faire du lien, pour gérer les contrats et pour aussi juridiquement, disons, les construire et ensuite les mettre en place. D'ailleurs, cette association Allium, l'association a mis en place un premier contrat PSE privé-privé en Bretagne, payé par Crédit Mutuel Arkea, dans le Finistère, le bassin versant du Ster. Donc, ils ont rejoint notre projet, donc, ce qui fait qu'on a élargi notre partenariat à ce moment-là pour avoir ces intermédiaires de gestion, en fait, et de mise en place. C'est un métier de mettre en place et de gérer des contrats et qui soient carrés d'un point de vue, par exemple, juridique. OK. Donc, ce qu'on s'est dit aussi, c'est que 14 300 000 agriculteurs sur le total du bassin versant, ça faisait beaucoup, qu'on allait réduire notre périmètre pour rentrer dans une phase expérimentale, déjà trouver des financeurs, mettre en place des contrats et peut-être, dans un premier temps, mettre de côté l'objectif global du lac, parce qu'il fallait déjà mettre en place des contrats. Donc, on a construit un plan de communication à l'intention des entreprises. On a notamment réalisé un film promotionnel, des plaquettes, pour essayer d'aller chercher de l'argent, d'aller vers elles pour connaître leur consentement à payer cette fois-ci, pas le consentement à recevoir, mais à payer. Qu'est-ce qui pourrait les motiver à rentrer dans un contrat de type PSE, l'aqueduc. On a fait pas mal d'entretiens bilatéraux. Alors beaucoup, là, ça a été beaucoup géré par Allium, beaucoup géré par le syndicat mixte du bassin versant du SMGBO, qui est la structure bassin versant, enfin, le bassin qui gère la qualité de l'eau. Donc des entretiens bilatéraux avec les entreprises pour connaître effectivement leurs attentes, savoir leur capacité financière également. Et ensuite, vous allez le voir, on a adapté l'offre PSE aux attentes de ces entreprises, bien forcées, puisque là, vous êtes sous le bon vouloir des entreprises. Il nous a conduit à élargir le panel d'actions à proposer dans les PSE. Je vais détailler un tout petit peu. Donc, juste pour vous montrer voilà, ce qu'on a fait, c'est-à-dire là, vous avez la structure de la limite du bassin de Nivelles, et on a travaillé à l'échelle de la zone, ce qu'on appelle la zone test du réseau, qui correspond à 10% du bassin versant. L'intérêt, c'est que c'est une zone qui est située dans la partie centrale, qui est la plus contributive de phosphore. Donc, quand même, quand on travaille ici, ça a du sens par rapport à l'objectif de réduction des flux au lac, d'une part, et d'autre part, les assolements, etc., sont très représentatifs du bassin. Donc, l'idée aussi d'avoir une zone très représentative en termes d'OTEX, par exemple, c'était l'objectif. Et on avait un groupe d'agriculteurs qui étaient volontaires pour travailler avec nous au design des contrats et à leur mise en place. Alors voilà ce que ça a donné. Ça, c'est le travail avec les entreprises. C'est très synthétique, mais vous voyez à gauche les entreprises qui ont été démarchées. Il y en a d'autres qui sont venus ensuite se rejoindre. Il y avait Leclerc, le Leclerc de Ploërmel, en fait, il y a 2 magasins Leclerc. SAS Carmenet, c'est l'abattoir aussi Leclerc sur le bassin. La SOR, la Suez, compagnie qui produisent l'eau potable, Crédit Agricole, Sanofi, Syngenta et Josso. Alors, ce qu'on a vu tout de suite, c'est que toutes ces entreprises-là ne sont pas intéressées par la qualité de l'eau. Évidemment, SOR, Suez, oui, puisque c'est des producteurs d'eau, et Syngenta aussi pour d'autres raisons bien faciles à comprendre. Mais vous voyez, d'autres n'étaient pas du tout intéressés par l'eau, et leur demande, par exemple, portait plus pour Crédit Agricole sur du stockage de carbone. Sanofi, en fait, ce que Sanofi voulait, c'était des éleveurs de porcs. Parce que l'usine de Sanofi, qui est sur Ploërmel, en fait, fait des produits à partir des viscères de porc. Et eux, ce qui les intéressait, c'était d'avoir des éleveurs de porcs dans le contrat. Donc, vous voyez, donc ça fait tout de suite, on voit apparaître ici une difficulté, finalement, de trouver des investisseurs qui soient intéressés par l'objectif qualité d'eau. Il y a une diversité d'intérêts de la part de ces investisseurs potentiels. À partir de là, ce qui nous a, alors vous voyez, il ciblait qualité d'eau, stockage du carbone, biodiversité. Donc nous, on s'est dit, finalement, les mesures là qu'on préconise, les haies, couverts végétal, et vous allez voir d'autres, eh bien, elles ont des bénéfices qualité d'eau, mais elles peuvent aussi stocker du carbone. Elles peuvent aussi fournir de l'habitat, donc être favorables pour la biodiversité. Et si on construisait un bouquet de services, et donc c'est ce qu'on s'est mis à faire en collaboration avec Allium, avec la Chambre d'agriculture,
c'est que pour toutes les mesures qu'on voulait mettre dans les contrats pour réduire le flux de phosphore, eh bien, c'est d'analyser en quoi il y avait des coûts-bénéfices de ces mesures pour la biodiversité, pour le stockage de carbone, essayer de quantifier ces coûts-bénéfices, hein, de manière à pouvoir être flexible face aux investisseurs et à sortir une carte, par exemple qualité d'eau face à l'an, comme la SOR, et à sortir des cartes plus stockage de carbone quand c'était l'attente de l'entreprise. D'accord? Donc, dans le secteur du réseau, à partir de ces idées de bouquet de services et le fait qu'on dispose à l'agriculteur, et comme on avait montré précédemment que le ciblage des actions sur les parcelles les plus contributifs, ça avait beaucoup de sens, et c'était efficace d'un point de vue économique, on a fait un simulateur qui permet numérique pour classifier le risque d'érosion de phosphore des parcelles. Et voilà ce que ça a donné sur le secteur, hein. Vous avez des parcelles à risque très fort en noir, des parcelles à risque fort en rouge, avec l'idée, et après on est dans le modéré ou faible, et l'idée c'est de cibler le PSE sur les parcelles à risque très fort et fort, hein, de manière à être efficace d'un point de vue économique. Là, ce qui s'est produit, donc ça a été un travail. Les agriculteurs ont beaucoup apprécié ce travail de cartographie parce qu'ils pouvaient positionner ça les spatialisait, on va dire, dans l'effort. Et c'était un outil de dialogue cartographique très intéressant avec les agriculteurs volontaires du secteur. Ensuite, ce qu'on a fait, ben, on a élargi le panel d'action, hein, parce que restreindre aux haies et au couvert végétal permanent, c'était un peu restrictif par rapport à tout le potentiel qu'on peut développer et que les agriculteurs eux-mêmes proposaient comme action pour limiter l'érosion, hein. Et donc, on a fait on a élargi le panel. Par exemple, on a introduit les techniques de culture sans labour. On a, comment dire, la conduite extensive de prairies, etc., hein, comme des éléments qui pouvaient aussi être intéressants. Et on a fait travailler les agriculteurs vis-à-vis de tous ces attributs, hein, quels étaient ceux qu'eux-mêmes choisissaient choisissaient en priorité. Et puis, on les a fait travailler sous l'angle eau, sous l'angle carbone et sous l'angle biodiversité, hein, parce que aussi, les agriculteurs ils peuvent être sensibilisés, certains le sont, aux aspects de biodiversité, de manière à faire émerger les attributs, si vous voulez, les changements de pratique qui seraient par eux les plus, disons, qui apporteraient le plus facilement, si vous voulez. Gérard, ça va si on Voilà, te laisse 5 minutes maxi encore? ouais, bah, Ouais, j'arrive sur la fin, c'est parfait. OK. Ensuite, on a fait un travail d'enchère en quelque sorte par rapport à ces différentes actions, hein. Les vertes ici, alors vous avez les 20 actions qui sont sorties du travail précédent, placées entre des très favorables en vert et des moins favorables, enfin des favorables, mais dans un deuxième choix en orange, hein. Et puis vous avez effectivement les montants demandés pour implanter ces actions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous voyez qu'on a une moyenne quand même, c'est des montants encore à nouveau assez élevés, de l'ordre de 800 € par an et par hectare. Voilà. Donc ensuite, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on pourra en revenir et puis ça serait fastidieux. Bon, des contrats ont été montés sur la durée de 5 ans, hein. Chaque action a un prototype de contrat. Et dans ces contrats, il y a aussi un état initial à faire, un état final. Il y a des indicateurs qui sont exploitable directement par l'agriculteur lui-même ou par des tiers extérieurs pour vérifier la mise en pratique de ces actions, hein, et puis le rendu au bout de 5 ans. Voilà. Donc, Allium gère le contenu, enfin, le statut juridique des contrats sous deux formes. Ça peut être soit du mécénat environnemental, qui est défiscalisable par les entreprises, soit c'est des contrats de service, en fait, hein, dans lequel l'entreprise ne va pas être un mécène vis-à-vis d'Allium, qui Allium gère ensuite le détail du contrat, mais là, l'entreprise va participer à la co-construction du contrat. Voilà, bon, je termine, hein. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, c'est difficile, hein, je ne vais pas vous le cacher. On a au final 260 hectares de parcelles sur notre zone test qui sont à risque fort et très fort. Le montant estimé nécessaire pour équiper ces parcelles disons, en attributs couverts, etc., et compagnie, c'est 350 000 € sur 5 ans, hein. Donc ça, c'est notre objectif de collecte financier.
Aujourd'hui, il y a une entreprise pour l'instant qui a effectué un premier versement, donc si vous voulez, à l'enveloppe PSE réseau l'Aqueduc, hein, c'est Syngenta. Il y a des négociations en cours avec 3 autres entreprises, Crédit Agricole, Sanofi, SOR. Et puis, il y a des négociations qui sont au point mort, voire arrêtées, avec d'autres entreprises, je pense en particulier à Leclerc ou Carminet. Voilà, j'arrive à la conclusion. Donc, sur ce volet, l'Aqueduc, je vous ai montré finalement ce qui a été fait dans le programme CPES en matière d'évaluation précise. Là, c'était des sources de phosphore, mais dans tous les autres études de cas, on a évalué de manière la plus précise possible finalement les apports de nutriments responsables, soit des trop fortes quantités d'azote, de nitrate dans des nappes, pesticides ou ici de phosphore qui contribuent à l'eutrophisation, et définir un objectif environnemental ici de réduction du flux de phosphore pour pérenniser ou préserver les usages. Hein. Ensuite, vous avez vu, bon, on a procédé à une évaluation économique précise des besoins en financement avec les conditions qui ont été décrites en matière d'attributs, en matière de prix, etc., de travail aussi, d'enquête, hein, qui ont abouti finalement, et avec le travail plus précis qui a été fait sur le secteur du réseau, on voit qu'on a des consentements à recevoir qui varient entre 150 et 800 euros par hectare, hein, donc c'est des sommes quand même assez importantes. Et le troisième point que je tiens à souligner, on a pour l'instant, on est un peu dans l'échec quand même de mettre en place un mécanisme privé-privé à l'échelle globale déjà à l'échelle du réseau, mais à l'échelle du Lacoduc, pour des raisons qu'on pourra discuter ensemble, mais d'abord de coûts très élevés. Hein. C'est clair que là, on veut atteindre un état qui impose finalement des coûts très très élevés, hein, et d'une sorte d'inadéquation entre une offre qui est là, côté agricole, mais la demande de PSE en face, elle n'est pas là, notamment privé-privé, hein, donc à présent. Voilà, et bon, il y a des problèmes d'incitation des entreprises, on pourra discuter des désirs de ces entreprises à rentrer dans des systèmes de ce type-là. Voilà, et pour conclure, terminer, on est toujours en phase, je dirais que l'expérimentation continue, parce que les négociations via Allium continuent avec d'éventuels investisseurs. Je les ai nommés précédemment. Voilà, désolé d'avoir été peut-être un peu long, mais c'est quand même Non, un merci. travail assez complexe. Merci de votre attention en tous les cas. Merci beaucoup Gérard. Ouais, on a un quart d'heure là pour prendre des questions. Je vais pas trop être bavard du coup, mais pour ouvrir le bal, on avait 2 questions de la part de scientifiques là dans le chat, et puis je laisse les autres personnes qui souhaiteraient lever la main ou prendre la parole directement par la suite. Je te dis les 2 questions dans la foulée, Gérard, comme ça tu peux peut-être elles sont autour des questions du phosphore, en fait, d'estimation du phosphore. Donc Claudia Vigan qui précise qu'effectivement, dans les travaux, elle avait précisé qu'il y avait aussi le phosphore déjà stocké dans les sédiments qui était d'importance et qui du coup pouvait générer une inertie forte en fait en matière de baisse de concentration dans le lac. Bon, ça me semblait plutôt être une remarque complémentaire à ce que tu as exposé. Et Jean-François Imbert, donc d'INRAE, hein, si c'est bien toi Jean-François, C'est qui bien moi. posait ouais, ok, bon, salut. Qui posait la question de l'estimation des flux de phosphore. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Gérard, peut-être sur les types de modélisation utilisés, puisqu'il y a aussi une estimation des flux issus des steppes, mais également en période de crue, parce que j'ai cru apercevoir qu'il s'agissait des étiages, autrement dans la diapo dont tu parlais. Et puis, quid du flux de phosphore en provenance des sédiments aussi, donc ça rejoint peut-être un peu la remarque de Claudia. C'est sûr que sur la question, Claudia pourrait être, ou Jean-François pourra en parler aussi bien que moi, c'est sûr que le stock de phosphore dans le lac présent sera un frein finalement assez long, qui créera un temps de réponse très long à une amélioration, une diminution des flux en provenance du bassin versant. Et d'ailleurs, c'était souvent quelque chose qui était mis sur la table par les agriculteurs, hein, pour dire, c'est pas à nous, vous nous demandez des efforts considérables, alors que finalement, il y a un stock de phosphore important dans le lac, et pourquoi pas curer le lac, quoi. J'ai montré précédemment que ça avait été un peu investigué par un bureau d'études qui estimait à 20 millions d'euros le curage du lac, hein, avec la question qu'est-ce qu'on fait des boues, etc. Donc, ce n'est pas le sujet, mais
Claudia, peut-être tu peux dire un mot sur les études de cas auxquelles tu te réfères souvent en Allemagne, je crois, où il y a effectivement des situations un peu équivalentes, mais où on finit quand même au bout d'un certain nombre d'années à avoir une diminution finalement de la teneur en paix et des problèmes d'eutrophisation dans un lac. Claudia, est-ce que tu veux dire qu'un mot là-dessus? Oui, oui, ben, avec plaisir. Donc, oui, bien sûr, si on va faire un curage de lac, on a évité le problème tout de suite. Sauf on va remplir petit à petit si on ne stoppe pas le phosphore qui rentre de bassin vers bassin. Donc, il faut qu'on agisse à la source tout d'abord, à mon avis. Et si le lac va se purifier lui-même, parce qu'il y a aussi une exit, il faut savoir que le residence time de lac est autour de 40-60 journées. Donc, c'est assez court, ça se peut. C'est juste par rapport à l'argent on a là. Par contre, de la question de phosphore stocké dans le sédiment, on n'a jamais quantifié. Je n'ose même pas. Franchement, je n'ose même pas. Mais il y a assez d'exemples qui montrent bien que quand on arrête le phosphore qui rentre, à début de moment, le cyanobactéries et le phosphore, tout d'abord le phosphore, mais avec ça, les cyanobactéries vont s'arrêter aussi. Par contre, pour ce moment, on a évidemment aussi une réduction de nitrates. Donc, grâce aux agriculteurs qui ont déjà fait un boulot incroyablement par rapport aux autres algues vertes sur la mer. Ça, on voit déjà dans le lac. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait un changement de population pour devenir plus ou moins le Dendrospermum. Ils sont capables de fixer leur azote de l'air. Bon. Donc, il faut vraiment attaquer le phosphore. Voilà. Et donc pour la deuxième question sur la modélisation, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on est parti d'un modèle américain qui s'appelle de l'USDA, US Département Agriculture, là, qui s'appelle Apple. Et c'est un modèle qui prédit ou qui estime les flux de phosphore, particules totaux et dissous d'ailleurs, émis d'une parcelle en fonction de la pente de la parcelle, en fonction de la teneur en phosphore, de la teneur en matière organique, et puis d'autres paramètres que j'ai plus complètement en tête. Donc, ce qu'on a fait, c'est que toutes les parcelles arables du bassin ont été classifiées, je crois, en 20 catégories, justement basées sur ces critères, si vous voulez. Et donc, à partir de là, on peut faire une estimation du flux de phosphore en agrégeant tous les flux provenant des parcelles. Alors, évidemment, c'est de la modélisation, hein, ce n'est pas des flux mesurés. Et ensuite, dans ce modèle-là, eh bien, en fonction de la couverture, en fonction des pratiques, etc., vous pouvez calculer des changements de flux, toutes conditions égales par ailleurs. Et donc, à partir de là, vous pouvez, par cette modélisation, donc en jouer sur le couvert végétal. Si vous mettez de la prairie ou vous augmentez la température du sol, vous allez diminuer le flux érosif. Et donc, vous pouvez calculer un ratio de diminution, sachant que les flux que vous avez estimés au départ et le flux final, ils ne correspondent pas forcément à des réalités, mais ce qui est plus intéressant, c'est la réduction du flux que la modélisation vous fournit, qui, elle, peut éventuellement correspondre à une réalité. Voilà. C'est avec ce travail-là qu'on a bossé sur les simulations, avec la question que je vous montrais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe si on cible les paiements sur les zones les plus contributrices de flux de phosphore. Voilà. Donc, c'est des choses assez complexes à mettre en œuvre, mais c'est un modèle qui peut être pris en main assez facilement quand même, et donc qui peut permettre de faire des simulations un peu du type de celles qu'on a faites sur des scénarios finalement de changement de pratique et de réduction du flux de phosphore. Voilà. Ça, c'est des outils que vous trouvez sur le site internet du projet CPES. Par exemple, vous allez trouver le modèle Apple, là, et puis les publications ou les guides techniques pour le mettre en œuvre. Merci Gérard.
Ah, Laetitia, tu as subrepticement levé la main. Est-ce que tu as une question? Ouais. Oui, bonjour, Laetitia Citeau d'Eau-et-Vilaine. Alors j'ai plusieurs remarques et questions. Alors déjà, en première remarque, on arrive toujours au même résultat, on se heurte toujours au financement de le consentement à payer des entreprises ou des collectivités. Alors sur le phosphore stocké dans les sédiments, je suis d'accord, il faut travailler sur les sources de phosphore, mais j'ai peur que, effectivement, au vu des remarques des agriculteurs, le fait qu'il y ait du phosphore stocké dans les sédiments encore soit un peu contre-productif si jamais voilà, il y a des contrats qui sont passés pour réduire les sources. Si on ne règle pas la question des sédiments, du phosphore stocké dans les sédiments, que ça soit un peu démobilisateur. Bon, il faut peut-être s'attaquer aux deux en même temps, quoi. C'est un peu ça que ça m'a fait penser. Et puis, est-ce que il y a eu des indicateurs définis de suivi des contrats? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la question? Voilà. Ouais. Moi, je sais pas, Ouais, Claudia, tu veux réintervenir sur la question du sédiment ou... je pense qu'il y a Je Claudia peux, et Jean-François qui avaient levé la main peut-être pour réagir à ça, et Gérard Ouais, sur la euh, question, la dernière question peut-être. ouais, oui. par rapport au phosphore stocké dans le sédiment, qui l'a fait dedans? Donc là, je réponds directement aux agriculteurs. Ils ont raison, bien sûr, il faut attaquer ça aussi, mais c'est pas des autres, comme toujours eux, si on va à la source. Donc c'est là, on en dit, OK, c'est un problème. On est absolument conscient de ce problème-là. On va un petit peu jouer sur le temps, si c'est possible, dans cette lac-là, avec cette bathymétrie spécifique. C'est pas à dire ça va marcher comme ça dans tous les lacs qu'on a, mais avec cette bathymétrie, avec l'échange de l'eau assez rapide, on a l'espoir que ça va se baisser de temps en temps. Et on était clair depuis la journée 1 que ça va durer un petit peu de temps. On a les exemples où ça a duré 5 ou 10 années. On a les exemples Schlachtensee à Berlin où on a coupé avec un effort incroyablement l'introduction de phosphore de notre lac parce que c'est un peu artificiel. Là, on voit le résultat, bien sûr, tout de suite. Mais est-ce qu'on est prêt et est-ce qu'on a cette amende d'argent? C'était 220 millions d'euros pour l'interrogation. Ça, c'est ce que je voulais dire par rapport de phosphore sédiment. Et par rapport de l'évaluation, on a développé deux possibilités. Soit on peut évaluer directement si les contrats concernent, par exemple, stockage de haies ou augmentation de biodiversité comme mesure indirecte. Parce qu'une haie qui est aval va aussi ralentir l'érosion, va ralentir les émissions de phosphore. Ou une bande NRB qui est en aval de ce bloc-là va aussi faire la même chose. Ça, on peut évaluer direct. Et pour le phosphore, si je me souviens bien, corrige-moi, Gérard, Oui. c'est un peu plus compliqué et aussi un peu plus cher. On peut faire un suivre, bien sûr, mesurer le phosphore tout le temps pour avoir un résultat à la fin de l'année. Mais c'est trop cher ou trop intensif. Et avec les hairs, avec un succès d'implémentation, tout de suite, on a le résultat. Oui. Bon, je peux juste compléter ce que vient de dire Claudia. C'est-à-dire que là, ce que je disais en introduction, on est dans un cas assez complexe où l'objectif, finalement, c'est l'eutrophisation. Hein, et donc, le phosphore est un élément déterminant qui vient du bassin versant. Mais comme il est dit là, il y a la question des phosphores sédiments,
il y a aussi d'autres questions environnementales, parce que tous les ans, en fonction des conditions de vent, des conditions d'ensoleillement, etc., le niveau d'eutrophisation, les blooms de cyano ne vont pas être les mêmes dans le lac. Donc, on voit bien que le lien entre un changement de pratique sur une parcelle ou un groupe de parcelles et, le contrôle que ça peut avoir sur l'eutrophisation du lac, c'est loin d'être direct. Hein. Donc là, on ne peut pas baser le paiement sur la réalisation de résultats en termes directs, finalement, sur moins d'eutrophisation, moins de cyanobactéries. Donc ça, c'est évident. Donc on est obligé de faire disons des indicateurs intermédiaires. Et là, comme on n'est pas dans l'embarquement de suffisamment d'agriculteurs pour avoir un effet précis, net sur le flux, ben on est bien obligé de remonter encore et être sur ceux qui peuvent contractualiser dans des logiques finalement de moyens plutôt que de résultats. Hein. Donc là, dans les contrats qui ont été construits, finalement, les indicateurs, c'est des indicateurs finalement de mise en place de linéaires de haies. Je parle de l'implémentation des changements de pratique. Hein. Et Bah, effectivement, oui, c'est peut-être ça le problème en fait. Enfin, j'avoue que je suis un peu sceptique du coup si c'est ce type d'indicateur très direct en fait, hein, le linéaire de haies qu'on met en place sur son exploitation, par oui, exemple. oui, Je pense qu'il y a quand même besoin d'indicateurs un peu intermédiaires avec des effets de seuil. C'est se dire, bah, par exemple, il faut atteindre une densité de haies de temps oui, minimum pour pouvoir bénéficier quand même oui, 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 de ces rémunérations. Je oui, pense. oui, 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 je me suis mal exprimé. En Ouais. fait, c'est en termes de densité. On n'est pas en D'accord, termes de linéaire, on est en termes de densité. Je disais tout à mm, l'heure, 100 mètres par hectare, on est en termes de densité de haies. d'accord, ouais. Non, 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 non. On est en termes de densité, mais c'est vrai que l'idéal serait d'assujettir le paiement à une réduction nette du flux de phosphore atteinte, quoi. Hein. Mais Oui, bon, alors après, on voit bien que effectivement, ça va être compliqué. Hein. là, c'est hyper compliqué parce Mm, que il faut embarquer tout le monde et en plus, même en faisant ça, après, il faut être sûr enfin, la mesure de ça, c'est un truc de fou. Enfin, je pense même que c'est pas mm. envisageable pour le phosphore d'avoir un paiement qui soit, comme par exemple pour l'azote, des reliquats entrée hiver, des choses comme ça, des choses qui sont mesurables et qui peuvent avoir du sens. Pour le phosphore et l'érosion, franchement, je vois pas quel indicateur quantitatif on peut mettre en place, quoi. Et, Du euh, résultat, hein, est-ce que, alors je monopolise un peu la parole là, mais c'est pas grave. parce que je me pose plein de questions. On laissera Euh, Jean-François faire sa question ouais, aussi tout à l'heure ou sa remarque, et puis après on essaiera ouais. de respecter les 5 petites minutes de retard qu'on a au début. Mais vas-y, Laetitia. Oui, désolée. Du coup, est-ce qu'il y a eu peut-être une revue un peu des PSE qui ont pu exister ailleurs avec les conditions de réussite, enfin voilà, une revue bibliographique des PSE qu'il y a ailleurs et qui voilà, qui sont mis en œuvre et qui fonctionnent bien, quoi. Alors moi, je vais répondre à ça en disant que dans le programme CPES, il y a des PSE qui sont arrivés au bout et qu'on peut dire fonctionnent bien. Enfin, dans le côté français, celui qui fonctionne le mieux, c'est celui mis en place par Haute-Paris, hein, sur ses captages normands. Dans la mesure où là, en fait, c'est du nitrate dans les nappes, en gros, et il y a aussi des pesticides. Hein, mais surtout un objectif nitrate, parce que là-bas, ils sont en train de monter au-delà de 50 mg par litre dans les nappes dans lesquelles ils pompent. Hein. Et donc là, et donc Haute-Paris, par exemple, a notifié, disons, des PSE à Bruxelles, hein, pour avoir l'autorisation un peu comme la mesure 24 là, des agences de l'eau. Hein. Et du coup, ils ont une masse d'argent, et puis alors eux, et c'est pour le coup que c'est l'eau potable, hein, le prix de l'eau potable qui fournit les millions nécessaires. Et sur un comment dire, des études pilotes, là, si ma mémoire est bonne, c'est maintenant ils en sont à 50% de la SAU qui est contractualisée, avec la mesure de reliquat entrée hiver, là, ou sortie hiver, ça dépend, azote, enfin nitrate.
et ils en sont à 2 millions, ils en sont à plus de 2 millions par an. Hein. Donc, ils ont atteint 50% de la contractualisation avec des contrats de 5 à 7 ans. Et comme ils ajoutent la dimension phyto, ils ont de la conversion au bio, ils ont un tas de trucs. Mais si tu veux, ils ne sont pas limités, eux, alors sur les moyens financiers, puisque c'est Haute-Paris qui paye, quoi, quelque Bah oui, part. Donc là, quand tu as l'argent, ça marche. ça marche. D'accord. Ça, c'est Oui, clair. oui, mais n'empêche que les agriculteurs, ils sont tenus quand même de respecter les termes du contrat et il y a des Oui, 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 oui. contrôles et voilà, ils Tout à râlent fait. après les contrôles, mais c'est quand même efficace d'avoir. C'est efficace, mais là, ils en sont à des montants qui montent jusqu'à 600 € hectare. Hein, d'accord. Pour moins de phyto, pour Ok. tu vois, enfin bref, et ça marche, mais ils ont de l'argent. Hein. C'est Ok. sûr que si sur le Lac-au-Duc, le réseau, on avait eu un financeur qui amenait 2 millions sur la table, Hmm. je pense qu'on aurait signé plus de contrats. Hein. D'accord. Ça, c'est clair. C'est une question de moyens, beaucoup. Hein. Pas que, mais quand même. On prend la remarque de Jean-François, et puis Claudia avait une dernière remarque, mais je vous demande de faire un peu rapide. Je suis désolé, c'est un peu frustrant, mais on va essayer de tenir le timing. Ouais, Est-ce que vous m'entendez? ouais, c'est Oui. bon. Ouais. Non, je vais faire court en fait, parce que je reprendrai contact directement avec Gérard et puis Claudia. On mène un programme un peu similaire en Moselle, dans l'esprit, pas tout à fait dans la façon de faire, mais justement, ça me semble vraiment intéressant de comparer les deux approches. Alors, une de mes questions importantes, on y a répondu avec l'intervenante précédente. Moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi, enfin, j'ai bien compris ce choix de dire on fait appel qu'à des investisseurs privés. Mais on est quand même dans un contexte où actuellement les PSE, on a des moyens d'autres sources pour trouver de l'argent que les investisseurs privés. Et donc, pourquoi vous êtes privé de ces ressources potentielles? Pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que là, on avait des agriculteurs qui… C'est un bassin versant finalement, comme a dit Claudia. Il y a eu énormément d'efforts de fait. Ils ont divisé par 2 les teneurs en nitrate. Ils ont comment dire, des MAEC implantés depuis 20 ans. Ils ont une logique de diagnostic parcelle à risque là, qui couvre quasiment tout le BV. Ils sont pour certains dans des opérations de reconstitution de bocage via les programmes Brest Blocage, etc. Ils sont, mais par contre, ils sont éreintés, quoi. Éreintés. Enfin, il y a un moment, la question du financement, elle s'arrête à la question finalement humaine et sociale, je dirais presque, de gens là qui sont complètement éreintés des efforts, avec à chaque fois de nouveaux qui arrivent sur eux qui disent ben faut encore de nouveaux efforts. Hein, et là ils pètent les plombs quasiment si tu leur dis c'est le public, quoi, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si tu comprends le truc, mais là, on est sur des… Alors, parce qu'il y a des secteurs, là, je vois le bassin de Paris, là, mais les nitrates qui montent dans les nappes, ça a 10 ans, hein, ça leur arrive maintenant. Nous, en Bretagne, ça fait 30 ans, Ouais. 40 ans que c'est arrivé, puisqu'on est en eau de surface, donc ça va beaucoup plus vite. C'est un inconvénient dans un point de vue, c'est un Mais du avantage. coup, ouais. Mais tu as des… Ouais, vas-y. Du coup, ce qui m'interroge, c'est que s'il y a eu tous ces efforts déjà précédemment de faits, Ouais, j'ai bien compris en direction des nitrates. Alors, je sais bien ouais, que ouais, les phosphates et les nitrates, ça ne se comporte pas tout à fait de la même façon. ouais. Mais pourquoi on en est là dans les phosphates, quoi, malgré tous les efforts qui ont été faits Bah, euh, Claudia, tu peux peut-être répondre, mais ce que tu m'as dit, parce que c'est Claudia qui gère quand même la partie écologie, lien phosphore, cyano, mais il faut atteindre des niveaux de faiblesse de teneur en phosphore qui sont incroyables, quoi. Donc des efforts sur le BV qui sont incroyables aussi au niveau agricole, quoi. Donc, vous aviez aussi On une peut dynamique de même baisse. voir désolé, on peut même voir dans le rivière qu'ils ont déjà fait l'effort. Ça se voit, ils ont D'accord, baissé le phosphore. Sauf d'accord. le rivière qui est assez OK, qui rentre dans le lac et c'est insupportable. La même concentration dans une Oh, oh. rivière est OK et dans un lac, on sait bien, c'est hypertrophe tout de suite. En fait, le problème, c'est d'avoir un lac, quoi. On Ouais. aurait une eau, on capterait de l'eau dans la rivière avec la même teneur, on n'aurait pas de problème, entre guillemets, quoi. Le Ouais. problème, c'est le lac, finalement. C'est le fait qu'on rende l'eau stagnante, le problème.
Alors peut-être qu'on peut laisser l'effacement du aqueduc pour un prochain webinaire et du coup je vous propose d'essayer de tenir, désolé pour cette mauvaise transition, mais c'était pour vous rappeler l'horaire. Et du coup, voilà, c'est un petit peu frustrant, mais Gérard, est-ce que tu peux passer aux dernières diapos? J'aurais voulu juste vous dire un petit mot. Merci beaucoup pour les échanges riches là, et on voit qu'il y a matière à poursuivre ces échanges-là. Et merci pour votre participation. Voilà, je voulais juste vous mentionner que le prochain webinaire du CRECEP sera sur la question d'un projet qui a déjà été évoqué, le projet Berceau, qui étudiait les travaux de restauration des milieux aquatiques au sens large. Et là, c'est sur une tâche particulière du projet qui concernait la restauration des ripisylves en cas de travaux. Et donc, on aura l'occasion d'avoir un retour sur ce projet le 9 juin et un webinaire le 30 sur l'empreinte eau. Donc là, par rapport à l'importation en fait de nos consommations d'eau à travers nos consommations, voilà, des travaux qui ont été notamment conduits par l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, mais pas uniquement. Donc je vous remercie de nouveau beaucoup. Merci beaucoup Gérard pour ta disponibilité et merci à tous. Et donc je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt du coup tout le monde pour un autre webinaire. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.